Sur la pénurie de médicaments et les choix de l'industrie pharmaceutique française poursuit aujourd'hui ses travaux par l'audition de M. Renaud Catelan, directeur de l'Agence générale des équipements et produits de santé, qu'on appelle AGEPS, de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Il est accompagné du docteur Claude Bernard, pharmacien responsable de l'établissement pharmaceutique de l'AP-HP. Comme son nom l'indique, l'AGEPS met en œuvre la politique de l'AP-HP en matière d'équipement et de produits de santé. Votre témoignage, monsieur le directeur, ainsi que docteur, est évidemment incontournable compte tenu de la force de frappe de l'AP-HP, qui représente évidemment un nombre très important d'établissements hospitaliers. Je citerai quelques chiffres qui témoignent parmi d'autres de la taille critique de cet établissement public de santé qui est de dimension européenne, sinon mondiale, raison pour laquelle les enseignements que nous pouvons retirer de votre expérience sont précieux. L'AP-HP représente avec ses 38 hôpitaux environ 10% de l'hospitalisation en France, accueillant chaque année plus de 8 millions de personnes malades. Elle est aussi le premier employeur d'Île-de-France. Or, c'est à l'hôpital, nous a dit le président du comité économique des produits de santé, qu'il y a le plus de pénuries. L'AGEPS remplit 5 missions pour le compte de l'AP-HP. L'évaluation des produits de santé, l'achat de produits dans le cadre de marché, l'approvisionnement centralisé et la livraison des hôpitaux parisiens, le développement et la fabrication de médicaments indispensables pour des besoins non couverts par les laboratoires privés, la gestion pharmaceutique d'essais cliniques. Cette approche intégrée de l'évaluation à l'approvisionnement en passant par l'achat vous donne une vision centralisée et elle vous rend particulièrement qualifié pour répondre à nos questions sur la prévention et la gestion de ce phénomène de pénurie de médicaments dont nul ne remet plus en cause désormais le caractère chronique, sinon endémique. Je rappelle qu'un rapport du Sénat en juillet 2018 avait déjà mis en évidence l'acuité de cette pénurie et nous étions à l'époque qu'à, entre guillemets, 800 médicaments en pénurie. Nous sommes à environ entre 2500 et 3000 selon les chiffres. Nous vous auditionnons tout d'abord en tant que représentant d'une centrale d'achat de produits de santé en milieu hospitalier pour que vous évoquiez les méthodes qui sous-tendent la passation des marchés publics en matière de fourniture de médicaments et qui sont régulièrement évoquées dans cette question de pénurie. Ont été évoqués devant nous des politiques d'achat et des critères d'attribution dangereux, entre guillemets, le phénomène des méga appels d'offres hospitaliers étant notamment régulièrement pointé du doigt. Ce problème est d'ailleurs bien documenté. Notre collègue Jean-Pierre Decool, dans son rapport de 2018, que je citais précédemment, soulignait déjà que notre politique de rationalisation des achats de médicaments hospitaliers, en privilégiant la massification des appels d'offres, a entraîné une raréfaction des fournisseurs et la multiplication subséquente des difficultés d'approvisionnement. Vous nous direz si ce phénomène demeure ou si nous sommes sur la voie de sa résolution. Nous vous entendons ensuite en tant que responsable de l'établissement pharmaceutique de l'AP-HP, seul site industriel public de fabrication de médicaments, avec celui de la pharmacie centrale des armées. Or, concernant cette autre mission centrale de l'AGEPS, nous sommes entre deux eaux. D'un côté, vos capacités de production ont été louées durant la crise de la Covid dans le domaine des préparations hospitalières spéciales. Votre mobilisation réussie dans la production en urgence de préparation de Cistracurium curare en rupture de stock, à ce moment-là, puisqu'on a eu vraiment une rupture aiguë, a notamment été montrée en exemple, cette expérience étant même pérennisée par l'article 61 de la LFSS pour 2022, dont le décret d'application est attendu pour le second semestre 2023. D'un autre côté, l'AGEPS n'a en principe pas vocation à suppléer les laboratoires du secteur privé en cas de rupture d'approvisionnement en médicaments produits par ces derniers, puisque, conformément à l'article R 5124-69 du Code de la santé publique, et suivant un tournant pris à la fin des années 1990, l'AGEPS ne peut plus fabriquer de médicaments qui disposent déjà d'une autorisation de mise sur le marché exploitée dans le secteur concurrentiel. De surcroît, elle n'en aurait, semble-t-il, pas ou plus les moyens, puisque, comme l'a déploré devant nous le président de l'Académie nationale de médecine, je cite, « Il est clair que l'AGEPS, en tant que producteur de médicaments, a été fermée ».
Ces équipements sont obsolètes, elle n'a plus les moyens de produire des médicaments. Vous nous direz ce qu'il en est du processus engagé par la PHP depuis septembre 2018 d'externalisation des activités de production de son établissement pharmaceutique, sachant qu'entre-temps, nous avons eu la crise de la Covid. Derrière ce choix, dit de modernisation et de transformation, je maintiens les guillemets aussi pour cette expression, qui revient à sous-traiter entièrement les activités de production de l'AGEPS, se profile, semble-t-il, avant tout des motifs économiques. Vous le voyez, les questions sont nombreuses. Il y va de la faisabilité d'une politique souveraine du médicament. Alors que le nombre de médicaments connaissant des pénuries ou des risques de pénurie ne cesse d'augmenter et que l'hôpital, loin d'être immune à ces difficultés, paraît en être tout particulièrement affecté, nous souhaiterions donc que vous puissiez, dans un bref propos introductif, présenter votre analyse de la situation actuelle, exposer la façon dont l'agence que vous dirigez agit pour prévenir et gérer les pénuries de produits de santé et nous dire si les évolutions récentes de son positionnement et de ses compétences sont susceptibles d'aider l'AGEPS à apporter une contribution essentielle à la lutte que nous souhaitons victorieuse contre la multiplication des ruptures d'approvisionnement de ce bien de première nécessité qu'est le médicament. J'y ajouterai d'ailleurs les politiques de contingentement qui ne sont pas sans poser des questions. Je donnerai ensuite la parole à Madame Laurence Cohen, rapporteure de notre commission d'enquête, qui vous posera une première série de questions. Je précise que cette audition est diffusée en direct sur le site internet du Sénat et qu'elle fera l'objet d'un compte-rendu publié. Avant de vous donner la parole, je dois vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Monsieur Cattelan. Je le jure. Monsieur Dr Bernard. Monsieur le directeur, docteur, vous avez la parole. Madame la Présidente, Madame la rapporteuse, Mesdames, Messieurs. Peut-être commencer par présenter le volet achat. Comme vous l'avez souligné, Madame la Présidente, l'Agence générale des équipements et produits de santé a une mission d'évaluation et d'achat pour le compte de l'ensemble des établissements de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, avec comme force principale une très forte intégration, vous l'avez souligné, entre cette fonction évaluation-achat et tout l'aval du processus d'approvisionnement et de distribution des médicaments et des produits de santé à l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Peut-être commencer par une précision, on revendique le titre de direction acheteuse et non pas de centrale d'achat. C'est, je pense, cela qui nous distingue par rapport aux centrales, aux opérateurs nationaux, ce qu'on qualifie d'opérateurs nationaux et qui ont contribué très fortement à la massification des achats hospitaliers ces dernières années. Donc, comme je vous le disais, une direction acheteuse. La massification à l'échelle AP est ancienne, historique. J'aurais du mal à la dater, mais la pharmacie centrale des Hôpitaux de Paris est pluriséculaire. La mission d'approvisionnement l'est tout autant. C'est une structure qui a déménagé de façon successive, mais qui existe depuis des dizaines d'années. Et donc la massification se fait pour le compte des 37 établissements de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, ce qui représente une masse significative. Pour vous donner une idée, le volume de marché d'achat annuel couvrant à la fois les dispositifs médicaux, les médicaments et les équipements biomédicaux se rapproche des 2 milliards d'euros annuels. C'est un montant de marché, mais également de dépenses, puisque, comme je vous disais, on n'est pas seulement une centrale de référencement qui construit des marchés, référence des produits au bénéfice de ses adhérents et à charge pour les adhérents d'adhérer à ces marchés et de mobiliser ces marchés ou pas. À l'assistance publique Hôpitaux de Paris, les marchés passés par l'AGEPS correspondent à des besoins réellement mobilisés. Et donc sur ces 2 milliards de marchés, derrière, il y a également 2 milliards de dépenses, soit réalisées directement par l'établissement que je dirige, par l'AGEPS. On y reviendra tout à l'heure dans le cadre de la partie approvisionnement et distribution, soit directement par les sites de l'assistance publique Hôpitaux de Paris qui mobilisent les marchés que nous avons passés en centrale. Donc massification, donc j'insiste vraiment sur ce terme direction acheteuse et non pas centrale d'achat.
Nous avons un taux de couverture de nos marchés de façon centralisée, qui couvre quasiment 100% des médicaments consommés à l'assistance publique au hôpitaux de Paris, donc c'est environ 4000 références. Oui, 4000 références au total. Donc la quasi-totalité, je pense, de ce qui existe comme référence de médicaments hospitaliers. Donc un taux de couverture de 99,9% sur les médicaments. Il y a une petite proportion qui est laissée auprès du grossiste répartiteur qui correspond au traitement personnel des patients qui sont hospitalisés, qu'il va falloir pérenniser. Une massification, donc un taux de couverture d'achat centralisé qui couvre près de 95% des consommations de dispositifs médicaux réalisés à l'assistance publique, et sur ce qu'on appelle les DMDIV, donc les consommables de laboratoire, nous sommes à près de 90%. Donc, comme vous voyez, comme vous le constatez, une très forte concentration des achats couvrant les besoins de l'assistance publique de hôpitaux de Paris pour un montant, comme je vous l'ai indiqué, d'environ 2 milliards d'euros annuels. C'est une direction acheteuse, parce que la force justement de l'AGEPS, c'est l'intégration des établissements de l'assistance publique au sein de la structure. Donc nous avons depuis plusieurs années un projet ICN intégré qui nous permet de connaître toutes les consommations de l'ensemble des sites et de connaître les stocks disponibles dans les pharmacies à usage intérieur, les PUI de nos établissements. Donc on a la capacité, lorsqu'on construit nos marchés, de s'engager sur des quantités fermes. On s'impose la fixation d'un minimum et d'un maximum de montant de marché que l'on respecte, ce qui donne une visibilité pour l'industriel, puisqu'il sait exactement sur ce à quoi il s'engage, et en termes de maximum. Et donc il sait qu'on ne va pas aller au-delà d'une quantité déraisonnable, et de la même façon, à l'extrême inverse, il sait qu'il peut compter sur un minimum de montant de marché s'il faut développer une capacité de production ou s'engager sur un prix. Donc cette intégration des établissements de la paix au sein de l'assistance publique nous permet vraiment d'avoir cette visibilité. On connaît nos consommations, donc on connaît nos besoins en termes de volume. On connaît nos besoins également sur les nouvelles molécules ou sur les nouveaux dispositifs médicaux grâce au travail de la commission médicale, de la commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles, puisque chaque nouvelle référence, molécule ou dispositif médical, fait l'objet d'une décision de référencement ou de non-référencement par cette commission, qui est une sous-commission de la commission médicale d'établissement central, et qui regroupe à la fois des cliniciens de toutes disciplines et des pharmaciens, ce qui permet chaque fois d'avoir des décisions pluridisciplinaires, collégiales, donc, qui nous garantissent un minimum d'objectivité, qui nous permettent aussi de prévenir tout conflit d'intérêts. On a tout un système de déclaration de liens d'intérêt. Ce qui fait que voilà, on a vraiment cette organisation très intégrée, je pense unique en France. Donc certes, massification de nos achats à hauteur de 10% de l'hospitalisation française, comme vous l'avez souligné, Madame la Présidente, mais en même temps sur une connaissance du besoin très fin, un engagement sur les quantités. On s'engage également sur les calendriers, donc nos soumissionnaires, les industriels qui répondent à nos appels d'offres ou à nos marchés négociés connaissent à l'avance nos calendriers. Les procédures de choix, d'élaboration des cahiers des charges et de choix sont très longues. On est sur un délai moyen de 12 mois. Donc 12 mois avant le renouvellement d'un marché pour tel ou tel produit, on a un calendrier, on sollicite nos fournisseurs et on construit nos marchés. Donc une assez bonne visibilité qui est donnée. Et puis il y a toujours un laps de temps, bien sûr, respecté entre la notification du marché auprès de l'industriel qui a été sélectionné et la passation de la première commande. Donc voilà, là on est sur la partie, on va dire, évaluation achat. Et puis très vite on passe sur cette fameuse intégration avec le processus approvisionnement et distribution, puisque au sein même donc, de l'Agence générale des équipements et produits de santé, nous avons une activité évaluation achat qui est confiée à une pharmacie usage intérieur qui se situe sur le site de Paris, et nous avons une deuxième pharmacie à usage intérieur sur le site de Nanterre qui elle est chargée de ce fameux approvisionnement, stockage et distribution. Et donc le fait que ça cohabite au sein d'un même établissement, sous une même direction et une même communauté pharmaceutique, on va dire, permet bien sûr des échanges renforcés.
Donc on a ce continuum, une fois que le marché est notifié, les produits sont référencés dans notre système d'information qui est unique, et les passations de commandes peuvent être générées par le service approvisionnement et distribution de la plateforme logistique de Nanterre. Donc ça, c'est finalement le fonctionnement en routine qui donne cette fameuse visibilité à l'industriel. En situation de tension et de rupture, cette organisation intégrée est également une chance, puisque la plateforme logistique qui va passer les commandes aux fournisseurs va très vite être informée ou constater que les commandes qu'ils passent ne sont pas intégralement honorées ou que les délais d'approvisionnement sont allongés. Et donc il y a tout de suite un dialogue qui se met en place, bien sûr, hein, et à une échelle importante, puisqu'on génère des volumes importants, mais il y a très vite un échange également entre la plateforme logistique de Nanterre et le service évaluation achat qui se situe sur Paris. Et puis, le cas échéant, on partage assez facilement l'information avec la NSM notamment. Qui dit rupture ou tension d'approvisionnement décelée de façon assez précoce dit mise en place de contingentement. Donc là aussi, le fait que l'on ait une plateforme unique qui alimente la totalité des établissements de la PHP avec un système d'information unique, le fait que l'on connaisse les stocks disponibles dans la vingtaine de PUI, donc de pharmacie usage intérieur de la PHP, nous permet de choisir à qui on distribue les produits. Le fait que l'on connaisse également l'activité des sites, ça a été le cas pendant le Covid. Alors, c'était relativement simple, entre guillemets, puisque les patients étaient concentrés en réanimation et en soins intensifs, mais on avait la capacité de connaître exactement le nombre de patients dans le nombre de lits. On avait la possibilité donc de faire du contingentement et d'attribuer les produits sous tension ou proche de la rupture en fonction de la localisation des patients et de l'activité réelle, plutôt que du stock qui dormait. Donc on a cette possibilité de distribuer, voire de redistribuer, donc il n'est pas rare qu'on demande à une PUI de dépanner la PUI voisine, encore une fois parce qu'on est dans la même institution, qui a une entité juridique unique et une certaine solidarité au sein de l'établissement. Donc voilà un petit peu le dispositif et la force de l'organisation historique de l'assistance publique. Cette agence, donc, qui est une direction qui à la fois évalue, achète et distribue, et donc gère la gestion des stocks et cette distribution. Peut-être quelques commentaires complémentaires sur la façon. Alors, si on revient sur la façon d'acheter. Donc comme j'ai essayé de vous l'expliquer, la massification à la paix s'accompagne de montants de marché et de quantités appelées qui sont fermes, qui sont connus, des calendriers de notification de marché, de mobilisation des marchés qui sont connus à l'avance. L'existence de la plateforme, pardon, j'ai sauté ce point-là, met à disposition de l'industriel, des industriels, un point de livraison unique, donc plutôt que, en tout cas sur le médicament, donc plutôt qu'un industriel fasse le tour des 37 établissements, il ne livre que le site de Nanterre, à charge pour nous ensuite de distribuer, ce qui a aussi des conséquences en termes de développement durable et de logistique du dernier kilomètre. Mais voilà, on essaie de donner un maximum de lisibilité et de perspective à nos fournisseurs, ce qui est également précieux en situation de crise, hein, où quand on change de produit, quand on trouve une équivalence thérapeutique, qu'on change de fournisseur parce qu'on n'a pas la totalité des produits auprès d'un fournisseur en marché, et, très vite il y a de la visibilité, il est très facile ou plus facile de livrer un point plutôt que des dizaines. Sur les procédures de marché, on fait bien sûr la gestion de multi-attributaires ou de lots identiques sur les produits sensibles. Donc on le fait historiquement, on l'a fait historiquement sur près de 10% de nos références de dispositifs médicaux. Là, souvent en raison de la taille du marché de la PHP par rapport à des fournisseurs qui sont de plus petite taille que les industriels de médicaments. Donc il n'est pas rare que pour un même type de référence, un même type de dispositif médical, on fasse plusieurs lots identiques, ce qui nous permet de diversifier nos sources d'approvisionnement. Et on l'a fait et on le fait de plus en plus souvent, et donc c'est un début de réponse pratiquée à l'AP, mais bon, c'est une bonne pratique qui est largement partagée. On le fait également sur médicaments.
Donc on l'a fait sur du curare ou sur les hypnotiques. On l'a fait de façon systématique sur les immunoglobulines polyvalentes. C'est un vieux sujet de tension. Hein, donc il y a encore une dizaine d'années, on a toujours fonctionné avec 2 fournisseurs pour le même type de produit. Le marché en cours d'exécution est attribué, bénéficie à 3 fournisseurs. Et le marché qui est en cours de négociation et de publication sera notifié à 4 fournisseurs. Donc on a cette démarche de, chaque fois que c'est possible, de multiplier, de diversifier nos sources d'approvisionnement. Après, c'est toujours compliqué, hein, je pense que c'est quelque chose qui est largement partagé par les hospitaliers, et notamment au sein de l'AP, où il y a une multitude d'établissements et où les personnels vont circuler d'un établissement à l'autre. Multiplier les références et aussi multiplier les risques sanitaires et les risques d'erreur, hein, puisque le personnel est formé, c'est particulièrement vrai sur le dispositif médical, mais c'est aussi vrai sur les poches, dont on a parlé dans l'actualité de façon récente. Voilà, les personnels sont fermés, on change la poche, on change le dispositif d'injection. Il faut reformer les personnels, il faut potentiellement adapter nos automates. Donc voilà, on le fait, c'est une démarche qui est dynamique, mais on le fait avec parcimonie et en connaissant les risques qu'on prend et l'accompagnement que cela nécessite. Et puis là aussi, on compte aussi sur les industriels, puisque quand on diversifie nos sources d'approvisionnement, on insiste sur la nécessité qu'ils nous accompagnent dans la formation des personnels. Je pense avoir répondu à la plupart des aspects achats. On a beaucoup reproché on a beaucoup reproché aux hospitaliers également le recours aux exécutions aux frais et risques, dont on dit qu'ils contribuent aux pénuries et à la mise en difficulté des fournisseurs. Ce n'est pas une opinion que nous partageons. Pour nous, c'est un outil indispensable de responsabilisation de l'industriel. Et pour nous, une garantie de trouver un industriel de substitution. Donc c'est le mécanisme où quand un fournisseur qui est retenu au marché est défaillant, on s'adresse donc en général à l'industriel qui est classé en numéro 2 quand il y a de la concurrence. Et puis la différence de prix est facturée et opposable au fournisseur titulaire du marché qui est défaillant. Donc encore une fois, c'est pour nous assez dissuasif vis-à-vis de l'industriel qui, certaines fois, s'engage sur des quantités ou sur un nouveau produit dont on peut douter au moment de sa réponse à l'appel d'offres qu'il sera en capacité de répondre aux besoins. Mais bon, on est en marché public, donc l'offre est telle qu'elle est, donc on est obligé d'accepter. Mais voilà, il n'est pas rare que 6 mois après la signature du marché, le fournisseur soit défaillant. Donc, encore une fois, nous considérons que c'est plutôt quelque chose de responsabilisant pour les fournisseurs, sachant qu'on en use avec parcimonie. Pendant la crise de Covid, on n'a pas facturé les différentiels, donc c'est resté à la charge de la l'AP. Voilà, on le fait de façon ponctuelle, mais on souhaite continuer à disposer de ce dispositif. Et puis dernier point, la richesse de cette direction acheteuse, mais on l'a déjà un petit peu évoqué, c'est l'évaluation et le bon usage. Donc au sein de la commission du médicament et des dispositifs médicaux, il y a tout ce travail de référencement, mais également de préconisation du bon usage, donc de façon routinière. Encore une fois, on n'utilise que les dispositifs médicaux ou les molécules strictement indispensables à la PHP. Donc très clairement, on ne référence pas tout ce qui apparaît sur le marché, plus ou moins innovant. Et puis en situation de crise, on a cette capacité à mobiliser les experts du Comedims pour prioriser les pathologies, les patients les plus lourds, et trouver des solutions de substitution pour la prise en charge des patients qui le nécessitent moins, entre guillemets, bien sûr. Très bien, merci beaucoup. Je vais donc demander à notre rapporteur Laurence Cohen de poser une première salve de questions. Oui, merci Madame la Présidente, merci Monsieur Cattelan. On voit que dans votre présentation, l'AGEPS c'est un outil précieux et que son rôle est fondamental, et on l'a vu encore lors de la crise de la Covid. Moi, j'aimerais peut-être approfondir les questions, un certain nombre de questions d'ailleurs,
que la présidente vous avait posée. On a vu que pendant la crise de la Covid, il y avait une pénurie des curares et vous avez pu répondre en partie avec la production de cisatracurium, pas très facile à prononcer. Et est-ce que finalement, ça vous paraît susceptible d'être répliqué? Alors pendant la crise, je pense que la réponse va être positive, mais hors crise. C'est-à-dire que, est-ce que vous pensez pouvoir répliquer ce genre donc de production pour permettre de répondre aux besoins des patients, et peut-être approfondir un petit peu, parce que pour cette production spécifique là, de ce curare, vous avez dû faire appel en fait à de nombreux acteurs, aussi bien publics que privés. Donc, comment est-ce que vous avez réussi à mettre tout ça en mouvement, puisqu'il y avait, outre la GEPS, façonnier, etc., etc. Donc, voilà, j'aimerais avoir des précisions sur cet aspect des choses. Et finalement, on a vu aussi au cours du temps que la GEPS fabriquait historiquement des médicaments qui étaient donc développés par la PHP, ou parce que c'était des médicaments qui n'étaient pas poursuivis par les industriels. Et il semblerait que vos moyens aient été considérablement diminués, ce qui fait que vous ne produisez plus, ou presque plus, de médicaments. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé à cette politique-là? Quels ont été les choix? Est-ce que ce sont des choix qui sont purement d'ordre économique? Et c'est pour ça que cette production de médicaments a été arrêtée. Est-ce que c'était parce que c'était une production qui rentrait en concurrence avec le secteur privé? Et ça rejoint un autre aspect des choses, c'est que dans la plus récente période, vous avez eu recours à externaliser l'ensemble de vos productions. Donc comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Parce qu'on voit bien que, notamment en période de crise, la GEPS, c'est un outil, mais s'il est affaibli, cet outil devient beaucoup moins performant qu'il ne pourrait l'être. Et on peut aussi imaginer que la GEPS pourrait avoir un rôle hors crise, parallèlement d'ailleurs au secteur privé, pour permettre de dépasser donc, ces ruptures. Donc ça, c'était une série de questions qui ont toutes des points communs, qui sont sur la même logique. Maintenant, ma deuxième série de questions, c'est est-ce qu'au niveau de la GEP, vous continuez à développer de nouvelles molécules, puisque normalement, le rôle initial de la GEP, c'était le développement de nouvelles molécules. Donc, est-ce que vous continuez à le faire et en quoi est-ce qu'il y a une plus-value que de recourir de manière généralisée à la sous-traitance? Qu'est-ce qui apparaît comme un élément positif ou au contraire négatif? Par ailleurs, vous avez eu votre portefeuille de médicaments qui s'est beaucoup réduit. Là encore, quels ont été les choix? Pourquoi il a été réduit? Est-ce que ce sont des raisons économiques? Est-ce que ce sont d'autres raisons? Et quels sont finalement... y a-t-il des avantages à la réduction de ce portefeuille? Et quels sont les inconvénients que vous avez pu mettre en lumière? Et enfin, j'ai encore deux questions. Quelles sont les grandes lignes de votre mode opératoire, là où il s'agit d'assurer la continuité des soins malgré les ruptures d'approvisionnement? C'est-à-dire tout ce qui est travail au niveau des équivalences thérapeutiques, recherche de traitements de substitution pour les patients concernés, émission de recommandations, etc. Je ne vais pas faire la liste, vous la connaissez. Donc, quelle est la politique que vous conduisez? Et ma dernière question, qui rejoint finalement la série de mes questions, celles que j'ai faites au début, dans un rapport qui a été publié en 2021, nous avons un certain nombre de nos collègues députés qui étaient donc rapporteurs de la mission d'information sur les médicaments et qui préconisaient la mise en place en France, sous pilotage public, d'une structure analogue
au groupement sans but lucratif états-unien, Civica, et il proposait que l'établissement pharmaceutique de la PHP joue, pour le compte des pouvoirs publics, en quelque sorte, enfin, les pouvoirs publics, le rôle de coordinateur de ce réseau. Est-ce que ça vous semble quelque chose de possible? Et je le dis d'autant plus que ça fait au moins la 3e fois que je vous auditionne, puisque effectivement, vous savez quels sont les travaux que j'ai produits sur cette question. Je vous remercie. Monsieur le directeur, docteur, je ne sais pas qui répond, monsieur le directeur. On va faire ça à deux voix. Peut-être en partant du tout début et l'aventure du Cisatracurium en introduction, et puis on va revenir sur les choix qui ont été faits sur l'établissement pharmaceutique de la PHP, et puis on reviendra sur les perspectives et ce qu'on envisage de faire. Le Cisatracurium, c'est un bel exemple, et c'est la confirmation de la conviction que l'on avait, que l'on a, qu'on n'y arrivera pas tout seul, et qu'au vu de l'ampleur des difficultés qui sont multifactorielles, je crois que les différents intervenants ou personnes que vous avez auditionnées l'ont bien exprimé, on n'y arrivera pas tout seul. Et donc c'est une aventure collective, ça a été plutôt un succès. Et comme vous l'avez dit, on a à la fois travaillé avec du public, du privé, sous le haut patronage ou l'égide de la DGS et de la NSM, qui ont été extrêmement proactifs sur ce sujet-là. Et Claude Bernard, sans doute, vous décrira un petit peu la façon dont on a procédé et les délais que l'on a réussi à tenir. Mais encore une fois, on n'y serait pas arrivé tout seul. Et c'est un petit peu ça que l'on se propose de mettre en œuvre pour l'avenir. Si on revient en arrière, donc septembre 2018, choix fait d'arrêter la production et le contrôle qualité réalisé en régie, donc dans nos ateliers et dans nos laboratoires de contrôle. Juste une question, qui a fait le choix? La direction générale de la PHP. Oui, tout à fait. Un choix multifactoriel, pas économique ou pas principalement économique, loin de là. Premier facteur, le corpus réglementaire. Dans les spécificités, et une des forces de l'établissement pharmaceutique de la PHP, c'est d'être un établissement pharmaceutique soumis aux bonnes pratiques de fabrication, donc BPF, et inspecté par l'Agence nationale de sécurité du médicament. À la différence des autres lieux hospitaliers de fabrication de médicaments qui sont les pharmacies à usage intérieur, qui fabriquent des préparations hospitalières, mais sous un corpus réglementaire et de niveau de qualité, et de bonnes pratiques de préparation, et qui n'est pas du tout à la même hauteur. Et donc, la force de l'établissement pharmaceutique était aussi une contrainte. On se retrouvait à exercer nos activités pour nos productions à la fois correspondant à des AMM, donc des autorisations de mise sur le marché sur des produits comme le fer ou le formépizole, et également sur tous nos autres produits qui sont des préparations hospitalières, mais produites à l'échelle industrielle, ce qui fait qu'elles devaient être produites au sein de l'établissement pharmaceutique et soumises à ces règles de bonnes pratiques de fabrication. Et ces règles sont extrêmement rigoureuses. Année après année, on a des lignes directrices qui se cumulent, qui sont arrêtées au niveau européen désormais, au niveau de l'EMA, et qui ne sont pas forcément complètement adaptées, on va dire, à nos productions, qui, comme vous disiez, sont des petites productions en volume, correspondant à des produits historiques développés à l'assistance publique, au départ dans les pharmacies d'usage intérieur, et donc des produits qui n'ont pas forcément toutes les phases de développement, toute la complétude des dossiers pharmaceutiques permettant d'aller jusqu'à l'AMM. On produisait dans nos ateliers, on a un référentiel de 40 produits, un peu plus de 40 produits. La moitié était déjà sous-traitée, l'autre moitié était faite dans nos ateliers. Mais voilà, c'est des productions qui en général correspondent à 2 ou 3 léos annuels. Sur 20 références, c'est sur les mêmes automates, ça nécessite des nettoyages constants, des réglages de machines constants. Donc voilà, un corpus réglementaire, un niveau de qualité qui correspond et qui nous était appliqué dans toute leur rigueur, de façon réglementaire, qui ne correspondait pas forcément à nos produits. Donc ça, c'est le premier élément, c'est qu'on n'arrivait pas à trouver un statut intermédiaire entre nos productions très spécifiques
qui relevaient par leur nature de préparation hospitalière, mais qui étaient à l'échelle industrielle par leur volume. Et donc pas de moyen terme entre le statut AMM et le statut préparation hospitalière locale. C'est la première raison. Donc cette course à la qualité et au respect du référentiel, mais qui, encore une fois, est aussi un gage de qualité, une force pour l'établissement pharmaceutique. Deuxième motif du choix, c'est, comme vous l'avez dit, une diminution du nombre de références produites, parce qu'on est légaliste, que le statut de l'établissement pharmaceutique, c'est de ne produire que ce qui n'est pas disponible auprès des industriels, enfin de l'industrie pharmaceutique. Et que sur la période assez récente, on a vu apparaître de plus en plus d'industriels, alors des petites sociétés, qui ont été intéressés par nos produits et qui se sont proposés de reprendre ces productions, de contribuer à les mener à l'autorisation de mise sur le marché et à les diffuser hors de France. Donc, puisque la vocation de l'EP, c'est un établissement à vocation nationale, à ressort national, mais il n'y avait pas vocation à faire des autorisations de mise sur le marché pour l'Europe. Donc, bien évidemment, chaque fois qu'on a un industriel qui vient nous voir et nous dit il y a des besoins en Allemagne, il y a des besoins en Italie, c'est pas satisfait, votre produit nous intéresse et pourrait soigner des patients. Voilà. Et réglementairement, législativement et puis philosophiquement, éthiquement, on considère qu'on trouve ce partenaire, on construit un partenariat, on fait une licence de savoir-faire et puis finalement il exploite notre produit, il prend notre produit. C'est un peu la vocation, en tout cas l'établissement pharmaceutique avait été créé pour ça. Et pourquoi on a de plus en plus d'offres d'industriels, c'est notamment parce qu'on est sur des créneaux de maladies rares. La réglementation sur la fixation des prix a évolué depuis une dizaine d'années et que dès lors qu'un médicament reçoit la désignation orpheline, il y a un système de fixation des prix. Alors je pense que les personnes auditionnées précédemment l'auront mieux expliqué que moi. Il y a cette possibilité d'avoir des prix intéressants et donc on retrouve des industriels qui, par définition, c'était des produits de niche, peu de quantité, pas rentables. Le système de fixation des prix au titre de la maladie orpheline et du médicament orphelin fait qu'on a eu de l'intérêt industriel et encore une fois, on ne se sentait pas légitime et pas réglementairement autorisé à abandonner ces productions. Ce qui permet aussi de répondre à une de vos questions. Aujourd'hui, le statut de l'établissement pharmaceutique ne nous permet pas d'aller faire de la concurrence par rapport à l'industrie. Et l'établissement n'a jamais été créé pour ça. Et ce n'est pas forcément ce sur quoi on se projette. Troisième élément, c'est que la capacité de production restait quand même réduite. Les formes galéniques ont évolué. Et donc, même si l'outil était tout à fait fonctionnel et moderne, on fonctionne sur de l'ampoule. Le standard, c'est de plus en plus du flacon ou de la poche. On est limité en taille de comprimé, en type de gélule. Donc voilà, il y avait un manque de souplesse et un besoin d'extension, mais alors pas seulement des équipements, c'était les murs autres, qui fait que la PHP n'avait pas forcément vocation. Pas vocation à investir massivement pour cet outil, avec cette conviction que de toute façon, le besoin se diversifier, les formes galéniques se diversifier, et qu'un opérateur unique, public ou privé, ne satisferait jamais la totalité du besoin. Pardon. Et puis après, un sujet conjoncturel, immobilier, les laboratoires étaient situés sur Paris. Il y a un projet de cession de parcelles et donc il aurait fallu déménager ces laboratoires, reconstruire un laboratoire de contrôle avec les coûts que ça a engendré. Mais encore une fois, c'était vraiment un sujet marginal pour la décision. Donc, décision stratégique, c'était conviction de ne pas pouvoir tout faire et adapter l'outil de façon assez souple à toutes les formes qu'il aurait fallu remplir ou satisfaire. De moins en moins de produits. On va revenir sur la recherche et développement. Et puis cette contrainte réglementaire et qualitative qui était quand même très très forte. Puisqu'on y est, donc les nouvelles, en même temps qu'a été prise cette décision d'externalisation, on a fait le choix de renforcer la R&D, donc ça s'est traduit par de nouveaux moyens. On a renforcé des équipes. Ça représentait à peu près un cinquième ou un quart d'effectifs en plus par redéploiement.
L'ambition est bien, donc on a un département de recherche et développement galénique et analytique, et l'ambition est bien de continuer l'aventure de l'établissement pharmaceutique, donc faire ce qu'on a toujours fait, aller chercher auprès du clinicien une idée, alors c'est soit le repositionnement d'une molécule, soit donc on passe d'une indication à une autre indication, ou utiliser, changer de forme galénique et trouver une forme galénique plus adaptée au grand âge ou à la pédiatrie, pour développer un nouveau produit. Et donc actuellement, on a une dizaine de projets qui correspondent à ce repositionnement de molécules. Sur le choix stratégique en externalisation de production, donc encore une fois, contrairement à ce qui a pu être dit par l'Académie, l'établissement ne ferme pas. Nous sous-traitons, donc nous généralisons la sous-traitance. Ce qu'on faisait sur la moitié de nos produits, on le fait sur la totalité, mais encore une fois, enfin, voilà, c'est un choix assumé avec cette conviction. Donc c'est une façon d'avoir plus de souplesse, de pouvoir s'appuyer sur des façonniers qui à eux tous disposent de la totalité des formes galéniques et des outils de production dont on aurait besoin, plutôt que de courir après une usine de production qu'on n'arriverait jamais ni à monter, ni à entretenir, ni à adapter suffisamment rapidement par rapport aux besoins. Alors, bien sûr, la sous-traitance a des contraintes. Il faut un temps quand même pour choisir nos sous-traitants. Nous sommes établissement public, donc on fait tout cela dans le cadre de marchés publics. Donc on met en concurrence nos sous-traitants, on prend les offres les plus intéressantes et les plus performantes techniquement. Quand on a le choix, on ne l'a pas forcément toujours. En tout cas, sur nos produits qui sont, encore une fois, j'ai essayé de vous l'expliquer, des produits un peu atypiques, souvent compliqués à faire finalement. Mais voilà, cette idée, c'est quand même de non pas fermer l'établissement pharmaceutique, le pérenniser sur nos productions actuelles et puis les développer et multiplier potentiellement, soit à partir de notre R&D, soit à partir des demandes des pouvoirs publics, de pouvoir récupérer des nouvelles productions et des nouveaux produits. Le schéma historique de l'établissement pharmaceutique qu'on essaie de faire perdurer, donc en général, c'est un produit il y a deux types d'activités. C'est soit des productions historiques issues des idées des cliniciens de la PHP, produites à l'échelle locale par les pharmacies d'usage intérieur dans un premier temps, et puis ensuite on centralise, on industrialise et on distribue sur l'ensemble de la France. Et puis, comme je vous l'expliquais, donc soit une préparation hospitalière intéresse un industriel, et là il y a un transfert de savoir-faire, et c'est l'industriel qui dépose l'AMM. Donc on a quelques success stories, la gamme Pédiaven avec Fresenius Kabi, on a la méthadone à PHP avec Bouchard Ricordati, voilà, Orfacol qui évite les grèves de foie. Avec cette ARS, ainsi de suite. Donc on a une dizaine de partenariats ou de produits en partenariat industriel qui sont des produits historiques à PHP, qui ont été portés à l'AMM avec notre aide par des industriels. La licence de savoir-faire génère bien sûr des redevances pour l'établissement pharmaceutique, ce qui nous permet de financer notamment notre R&D ou notre outil de production, nos équipes. Et puis, on continue vraiment sur ce schéma-là. Donc, vraiment, cette capacité à la fois préparation hospitalière, industrialisation et passage d'un statut de préparation hospitalière à l'AMM. Et puis, d'autres types d'activités historiques sur lesquelles on veut pouvoir continuer à se positionner, d'autant plus facilement qu'on aura un éventail de sous-traitants développés et de fournisseurs de matières premières. C'est toutes les sollicitations des pouvoirs publics quand il manque une molécule, donc on vient au cœur du sujet. Donc lorsque l'établissement pharmaceutique de Libourne a fermé, on a récupéré une dizaine de leurs productions. Lorsque un industriel produisait un médicament cardiologique cesse la production et que la NSM nous demande de la reprendre hors indication pour une frange limitée de malades qui utilisaient ce produit-là hors indication pour une maladie rare, on reprend le produit. Donc voilà, la cible, la stratégie que l'on souhaite développer, c'est poursuivre cette activité-là. Dans les deux cas, oui, c'était ancêtre de la NSM, donc l'AFSAPS à l'époque, qui était venu à nous solliciter, notamment pour la mexilétine, pour le cardioplégique. C'était voilà. Donc encore une fois,
externalisation des productions et du contrôle qualité n'est pas un abandon des productions. On reste fabricant, on souhaite développer nos fabrications. L'expertise que l'on a en tant que producteur encore aujourd'hui, le projet va se terminer d'ici 1 an, normalement, 1 an et demi. Le fait que l'on sous-traite depuis des années la moitié de production fait qu'on connaît très bien le tissu, l'offre des façonniers. On connaît les fournisseurs de matières premières, on est rompu aux audits sous-traitants. C'est tout un travail pharmaceutique, hein, vraiment. C'est pas juste un contrat commercial, le fait de sous-traiter. C'est plus compliqué que sur la restauration ou sur une autre activité. Claude Bernard en parlera certainement mieux que moi. Et donc toute cette activité très pharmaceutique et spécifique qui est dure à trouver en France, on l'a et on la développe à l'occasion de ce projet d'externalisation, puisque désormais on va fonctionner avec une dizaine de sous-traitants de façon quotidienne. Et puis on en vient du coup au projet de Cisatra Curium. Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs, je vais pouvoir raconter l'histoire du Cisatra Curium. Est-ce qu'on pourrait avoir la dernière slide, s'il vous plaît? Non, l'avant-dernière, donc. C'est une histoire qui est issue de la Covid, hein, puisque je vais vous raconter aussi la petite histoire du Cisatra Curium. J'ai eu un coup de fil d'un collègue le lundi de Pâques en 2020, me demandant si l'établissement pharmaceutique de la PHP pouvait réceptionner, stocker des principes actifs qui étaient en tension, d'anesthésie principalement, dont les curares, le Cisatra, l'Atra, le Midazolam, le Propofol, etc. On en a parlé avec Renaud, donc on a pris en stock, on a passé le marché en une demi-journée, on a acheté pour le compte de l'État plusieurs principes actifs pour plusieurs millions, voilà. Et puis assez rapidement, effectivement, sous l'égide de l'ANSM et de la DGS, s'est posé la question de faire fabriquer par les pharmacies à usage intérieur de certains grands CHU un de ces médicaments. Et puis bon, voilà, l'attention a été portée sur les curares, puisque c'était les produits, et le Cisatra en particulier. Alors ce qu'il faut savoir sur le Cisatra, c'est qu'il est très utilisé en dehors de l'assistance publique, mais pas à l'assistance publique. L'assistance publique, les anesthésistes réanimateurs utilisent de l'atracurium. Et donc les PUI se sont mis à étudier la question de fabriquer différentes formes injectables de Cisatracurium pour venir en aide aux patients qui en avaient besoin en cas de rupture, etc. Puisque effectivement ça sert à intuber les patients qui ont besoin d'une respiration artificielle, et s'ils n'ont pas ça, vous voyez les conséquences que ça peut avoir. Peut-être dire que nous on a décliné très rapidement de fabricants propres pour répondre à la question de l'usine ou des ateliers, puisque produit très spécifique qui aurait... Alors, j'ai pris la décision en tant que pharmacien responsable de ne pas fabriquer en interne le Cisatracurium. D'abord, parce que c'est un produit qui se conserve au froid et on n'a pas les possibilités de faire de la fabrication à plus de +8, qui demande une filtration stérilisante, une répartition aseptique, voilà, des techniques qu'on n'a pas. Et deuxièmement, c'est un produit extrêmement actif. Je ne peux pas mettre en œuvre une fabrication de Cisatracurium sans avoir validé le nettoyage et avoir les précautions nécessaires pour manipuler ce type de produit extrêmement toxique. Et je ne peux pas dire que je vais fabriquer sans avoir validé, donc, et de nous assurer qu'il n'y a plus de traces de Cisatracurium dans le produit suivant qu'on va fabriquer. La moindre, je ne vous rappelle pas l'affaire, Monsieur Jeunement s'en rappelle encore du Cisatracurium. Donc oui, pas possible de faire. Donc les PUI ont pris en charge et ont développé effectivement des méthodes de fabrication et d'analyse. On fait la preuve de concept fin 2020. Et effectivement, en avril 2021, la GEPS, la NSM nous ont demandé de faire fabriquer par Delpharm, avec laquelle la DGS avait des contacts, des ampoules de Cisatracurium
Atracurium. Donc on s'est entendu sur la formulation finale, donc 10 mg ml. Qu'est-ce que vous avez comme ampoule en stock? Des ampoules de 5, des ampoules de 10, des flacons. On a des ampoules de 5, on va faire du 5. Donc ça fait du 50 mg. Et donc il y a eu des échanges, donc ça c'était en avril 2021, mi-avril 2021, et les 4 lots étaient libérés fin juillet, enfin non, même pas, début juillet 2021, donc en 2 mois et demi, 3 mois, ce qui sous le statut de préparation hospitalière. Vous faites la même chose avec une AMM, il faut au moins 1 an. Voilà, donc je pense que effectivement ça a permis de sauver des vies. Et puis donc la distribution, on l'a fait prendre en charge par SPF pour la raison que SPF est en relation avec les ARS et donc connaît la remontée des besoins et peut distribuer dans les centres qui ont besoin. Voilà, et en mars 2022 et courant 2022, on a refabriqué 4 nouveaux lots. Voilà. Et la question peut se poser de savoir si effectivement cette présentation avec une concentration double de ce qui existe sur le marché actuellement pourrait faire l'objet d'un partenariat pour être mené à l'AMM, puisque c'est du 10 mg ml et que ça n'existe pas sur le marché au jour d'aujourd'hui. Donc, juste une question par rapport à ce que vous avez dit pour être sûr que j'ai bien compris en tant que rapporteur, hein, parce que vous êtes dedans, vous voyez bien la fabrication, etc. À partir, vous constatez, enfin vous analysez, mais que vous ne pouvez pas produire donc ce curare pour les raisons que vous avez données sur les machines et tout. Donc, les PUI étudient et développent des méthodes de fabrication qui vont permettre, effectivement, comme vous l'avez dit, de sauver des vies. Et vous dites, en fait, c'est sous le vocable de préparation hospitalière. Et à ce moment-là, pour qu'on soit bien d'accord, les préparations hospitalières telles que là, sur ce produit, il n'y a pas besoin d'AMM. Non. C'est ça. Donc, c'est pour ça que ça va plus vite. Enfin, mon propos est raccourci aussi. Ça va plus vite parce qu'effectivement, en collaboration avec Delpharm, on a eu des échanges d'un point de vue technique pharmaceutique et prise de responsabilité de ma part, puisque c'est moi qui libérais les lots. Effectivement, tout n'a pas été fait dans le cadre strict du respect des bonnes pratiques de fabrication et de l'AMM. Donc c'est une prise de responsabilité. Et pour toujours être sûr, donc ce genre de méthode que vous faites comme ça, en fait, ça ne peut se faire, ou ça peut se faire donc en situation d'urgence, mais est-ce qu'on peut penser généraliser à une situation, j'allais dire normale, parce qu'on est en situation normale, mais en même temps avec des pénuries très très fortes. Donc est-ce que ce genre de pratique peut être généralisé quand on voit toutes les molécules aujourd'hui qui sont atteintes de problèmes de tension ou de pénurie? Non, puisque, encore une fois, on tombe sur le sujet de concurrence. La vocation de l'établissement pharmaceutique est de produire que ce qui manque. Aujourd'hui, on est en train de discuter beaucoup de la liste de médicaments indispensables. Ressort toujours le propofol, midazolam, cisatracurium, rocuronium et autres, jusqu'à preuve du contraire. Ils ont été en tension parce que crise exceptionnelle pendant le Covid, mais ils ont habituellement, contrairement aux immunoglobulines par exemple, ils ne sont pas en tension, ni en rupture, ni en tension. Donc c'est vrai qu'on est dans le champ concurrentiel et aujourd'hui, au vu du statut d'établissement pharmaceutique, on n'a pas vocation on n'est pas autorisé à faire ces préparations hospitalières. Par contre, on pourra, en situation de crise ou de préparation de crise, il y a l'article 61 de la loi de financement qui crée ce statut intermédiaire de PHS, donc préparation hospitalière spéciale, alors même qu'il y a une AMM qui existe, mais qui n'est pas disponible, soit parce qu'il y a un choc de demande, crise sanitaire, soit un choc d'offre, l'usine du fournisseur est rasée et fermée parce que mesure de police sanitaire ou canal de Suez bloqué, où là on sera sans doute autorisé à faire, et c'est là-dessus qu'on se positionne. Exactement. Dans le cadre de l'article 61 du PLFSS 2022. Oui. Voilà. Donc, vas-y, Laurence, arrivez.
Juste pour préciser un petit peu ce que vient de demander notre collègue Laurence Cohen, vous dites, alors j'ai bien compris le système de la sous-traitance, mais vous dites que vous ne pouvez pas fabriquer donc ce que rare, mais vous dites ensuite, ce sont les PUI qui l'ont fabriqué. Alors là, j'ai un petit peu de mal à comprendre comment une PUI pourrait fabriquer ce que rare, alors que vous qui êtes, j'allais dire, au-dessus, ne pouvez pas. Ils ont les mêmes problèmes techniques, le problème de risque, etc. Si on n'a pas bien nettoyé, si vous pouviez nous expliquer, s'il vous plaît. Nous, on a des appareils qu'on utilise et qu'on réutilise, donc on est obligé de nettoyer d'un lot, d'un produit à l'autre. Les PUI ont essentiellement du matériel à usage unique. Donc ils jettent une fois fabriqués. Et la taille des lots n'a rien à voir. Nous, les lots qu'on fabrique sont c'est des petits lots quand même. Hein. Pour l'industriel, c'est du 5 000 à 20 000 ampoules. Une PUI, c'est de la dizaine à la centaine d'unités. Donc, c'est pas du tout. Chaque CHU avec sa PUI peut fabriquer aujourd'hui. En fait, il y a eu deux temps. Sollicitation par les pouvoirs publics de la capacité à fabriquer. L'établissement pharmaceutique a été sollicité comme les pharmacies d'usage intérieur. On a dit, nous, à échelle industrielle, on ne peut pas le faire dans nos ateliers. Les PUI ont eu cette réactivité, c'est en ça que dans le cadre d'un réseau dans lequel on croit, c'est un maillot qui est indispensable, ils ont fait les premiers lots pour les besoins propres de leurs propres patients, donc ils ne sont pas allés vendre, ils ne sont pas allés distribuer aux établissements voisins, c'était vraiment pour leur réa. Ils ont eu cette souplesse-là parce que ce n'est pas les mêmes normes réglementaires et ils font du manuel, donc il n'y a pas ce sujet industriel. C'est une chance. Et en plus, ça nous a permis très vite, ils ont fait la preuve de concept, ils ont mis en stabilité, ce qui nous, après, nous a permis de construire des méthodes analytiques et de s'engager sur la stabilité des produits au moment de la distribution. Et puis la deuxième étape, ça a été, au-delà des quelques centaines d'ampoules ou milliers d'ampoules faites pour les besoins propres des quelques CHU qui ont réussi à produire, il fallait industrialiser. Ce travail de scale-up, de passage à l'industrie, les PUI n'étaient pas capables et en capacité de le faire. C'est notre expertise à nous, EP. On ne pouvait pas le faire dans nos ateliers pour les raisons qu'on vous a exprimées, et donc on s'est tourné vers un sous-traitant. Et le schéma qu'on envisage dans le cadre d'une gestion de crise, article 61, c'est plutôt celui-là, c'est mobiliser la réactivité des PUI, l'expertise, industrialisation et prise de responsabilité du pharmacien responsable sur l'analyse bénéfice-risque et quel est le niveau de qualité que l'on se fixe, en lien bien sûr et sous contrôle de la NSM. Et ensuite, on s'adresse à un façonnier, un sous-traitant pour le volume industriel. C'est indispensable d'avoir un travail en équipe. Enfin, le Cisatracurium est un bel exemple effectivement de travail en équipe, à la fois avec les institutions et les autorités, ANSM, DGS, les collègues des pharmacies à usage intérieur et nous-mêmes, et aussi les industriels tels que Delpharm, puisque c'est Delpharm qui a fabriqué les ampoules. Moi, j'ai quelques questions complémentaires. On recensait 150 personnes qui travaillaient pour la GEPS en 2016. On est à quel effectif actuellement ? Je vais finir mes questions et puis vous parlerez dans le micro pour que ça puisse être enregistré. Est-ce que le choix de ne plus produire est un caractère complètement irréversible, ou à l'aune de ce que vous avez vécu pour les curares, vous considérez que finalement ce qui s'est mis en place peut pallier toutes les carences ? Bon, ce qu'on ne voit pas tout à fait en ce moment, puisque la pénurie persiste, elle est même croissante, puisqu'on n'est pas stabilisé sur un certain nombre de médicaments essentiels. Donc est-ce que dans vos réflexions à vous, vous considérez que ça pourrait quand même se défendre, d'avoir une forme d'autonomie de production à plus grande échelle pour régler la question des pénuries, ou alors un pôle public qui ferait le lien entre les pharmacies internes, entre vous, les hôpitaux Lyon, la pharmacie centrale des armées,
pourquoi pas, enfin un ensemble, une espèce de structuration à l'échelle nationale pour pouvoir répondre dans l'urgence, parce que ça fait à peu près 3 mois qu'il n'y a plus d'amoxicilline, ou parfois une fois de temps en temps disponible dans une officine, et puis il n'y a pas la semaine d'après. Donc voilà, on n'est pas non plus... c'est pas la question des curares, mais enfin, ça pourrait devenir quand même assez fondamental et cruel, comme d'ailleurs tout ce qui concerne les antalgiques. Ça, c'est ma deuxième question. Et ma troisième question porte sur la fameuse AMM APHP. C'est quoi le statut de cette AMM APHP ? Parce que qui décrète cette AMM? Est-ce que c'est la NSM? Est-ce qu'il existe d'autres AMM ad hoc comme ça en France? Ou alors est-ce que la PHP, compte tenu du fait qu'elle, la PHP a ses propres AMM et peut d'ailleurs, à partir de ses propres AMM, générer des interactions avec le privé et derrière un retour financier, comme vous l'avez justement dit, pour faire fonctionner la GEPS? Je vous remercie. Alors, sur les effectifs, c'est le bon chiffre, 180 au total sur l'établissement. Alors, le global AGEPS, pardon, c'est 480. On doit être à 120 aujourd'hui, les 6 départements compris. 120. On doit être à 120. Ouais. Les 6 120, départements donc compris. ça veut dire que il n'y avait que 35 personnes qui étaient dédiées à la production. La production fonctionne toujours. Donc il y a des personnes encore en prod. Elle ne fonctionne pas tout à fait comme avant, puisque vous avez sous-traité. Donc, Aujourd'hui, on aimerait bien comprendre alors, ce qu'on fait et ce qu'on ne fait plus à la GEPS, et ce que la GEPS pouvait faire jusqu'à présent, et permettait quand même quelque part de se projeter dans le devenir d'une production sur un pôle public qui ne se structurerait pas uniquement autour de la GEPS, mais quand même, où la GEPS jouerait son rôle, et parce que 35 personnes, du coup, on s'étonne. En fait, les 120, on est sur l'ensemble de l'établissement pharmaceutique. Et puis ensuite, on va parler du périmètre que l'on va sous-traiter. Donc 120, c'est au total. Les concernés par le projet d'externalisation de la moitié restante de nos productions, une centaine de TP, un petit peu moins, 80. Et par rapport à ces 80, le projet, c'est de supprimer les postes, rendre les postes correspondant vraiment à l'activité de production, donc essentiellement ouvriers de production, et puis les techniciens de laboratoire qui font le contrôle qualité. Donc au final, la cible que l'on s'est fixée, et qui est en cours de réalisation, c'est environ entre 40 et 50 TP. Organisé en fait en quadrillion d'expertise, donc pharmaceutique, ingénierie, logistique et contrôle qualité, spécialisé par portefeuille de produits et de sous-traitants. Donc on passe. Vous passeriez à 40 ou 50 ETP dans un futur relativement proche. D'ici un et c'était le plan de charge qui a été décidé par la PHP en 2018. C'est ça. Oui, il n'était pas aussi défini que ça. En discussion avec l'État. C'était pas qu'un choix unique de la PHP ou... Non, c'était un choix à PHP, puisqu'on était vraiment sur nos, on était sur nos productions. Donc il n'y avait pas eu de discussion, d'interaction avec le ministère Non, on a régulièrement discuté avec la DGS, avec la NSM sur nos problématiques d'activité, la nature de nos produits, le statut d'exploitation de ces produits. Donc voilà, ça s'est fait. Les uns et les autres étaient informés, mais c'est vrai que c'est pas une codécision. La décision a été arrêtée au niveau de l'assistance publique, sachant qu'encore une fois, l'idée est vraiment de continuer notre activité et non pas et de la développer plutôt que de. On part de 120 personnes. On aboutit à 40-50 ETP. Et vous parlez en même temps, ce que j'ai entendu tout à l'heure, de redéploiement concernant la recherche. Or, redéploiement concernant la recherche, ça ne va pas être les mêmes personnes que celles que vous allez licencier. Parce que, non, excusez-moi, mais ce sont des ouvriers spécialisés, etc. Ce ne sont pas obligatoirement des chercheurs. Donc, vous n'êtes pas sur le même profil. Donc, ça veut dire que, c'est énorme, 120 tomber à 40 quand même. On ne tombe pas à 40.
on tombe à 40, on passe de 80 en gros à 40 ou à 50 sur la partie, le périmètre de l'externalisation, donc production dans nos ateliers et contrôle qualité. On a un département affaires réglementaires qui n'est pas touché, on a un département contrôle qualité. Et vas-y. Je peux faire le pitch. 120 personnes, 6 départements. D'accord. Parmi ces 6 départements, il y en a un qui est le DRDP, donc le département recherche pharmaceutique et développement, qui n'est pas touché, c'est celui qui est concerné par l'augmentation qui va être renforcée. On a le département des essais cliniques qui n'est pas touché, donc tous les essais cliniques promus par l'AP, qui nécessitent d'ailleurs, vu l'ampleur et l'augmentation à la suite de la Covid du nombre d'essais cliniques, d'être sans doute renforcés. C'est une réflexion qui est en cours. Et donc sont concernés 4 départements, 2 essentiels qui sont le département contrôle qualité et le département de production industrielle, puisque c'est là qu'on a les ouvriers en production industrielle qui font de la production actuelle toujours, hein, et le DCQ, le département de contrôle qualité, où il y a les techniciens de contrôle qualité. Les 2 autres départements qui sont moins impactés, mais qui sont dans le PSC, voilà, le département qualité, lui a son périmètre qui n'a pas raison, qui bouge beaucoup. Et par contre, il y a un autre département sur lequel on est en cours de réflexion qui n'est pas impacté au jour d'aujourd'hui en termes de TP, c'est le département des affaires réglementaires, pharmaceutiques et médicales, le DARPEM, qui est un petit département, mais pour lequel, qui gère donc la pharmacovigilance, l'information médicale, etc., et qui va sans doute, enfin qui a pour moi besoin à être renforcé. Donc les 2 départements qui sont principalement impactés sont le DPI et le DCQ. Et donc sur les 4 départements concernés, au jour d'aujourd'hui, on est à 80 ETP environ, et effectivement, c'est ces 80 qui vont passer à 40. 50%. Oui. Et au global, donc de ce qu'on a à 80. Évalué. Hein. Donc, voilà. Parmi 120, il n'y en a que 80 qui sont concernés. Et donc sur l'idée d'un pôle, quand même, parce qu'entre-temps, s'est passé la Covid, vous avez été, comment dire, pas réquisitionné, mais sur instruction des pouvoirs publics, on vous a demandé de jouer un rôle particulier pour la question des curares, par exemple, mais ça pourrait être une demande à l'avenir. Est-ce que depuis, il y a eu une réflexion à la demande notamment des pouvoirs publics, de la NSM, de la DGS, du ministère, pour que ce roi soit remis en cause, cette marche irréversible vers le fait que vous ne puissiez plus répondre à terme à ce qui vous a été demandé là. Vous parlez des productions en propre oui, par la régie. Donc, en l'occurrence, pour le Cisatracurium, c'était, je dirais, hors régie, puisque ça a été fait en sous-traitance. C'était hors régie par les pharmacies internes des hôpitaux, dont vous dites justement que ce n'est pas tout à fait dans les mêmes conditions que si ça avait été produit de manière strictement oui. académique du point de vue sanitaire oui. à la GEPS. Ça, c'est la première étape. Il a fallu faire effectivement la preuve de concept et les PUI ont une vélocité que effectivement l'établissement pharmaceutique, qu'il soit privé ou public, n'ont pas. Ça, c'est important. Et ça a été fait hors régie. Quand je dis hors régie, c'est chez Delpharm. C'est là où on a besoin des sous-traitants pour la partie la production industrielle. En plus de ça, 2 éléments, Cisatracurium, produit froid, plus 2, plus 8, et produit avec filtration stérilisante, répartition aseptique, que tout le monde n'a pas. Hein. Et voilà, c'est à la fois technique, les instruments, enfin les équipements, etc. Je continue si on n'a pas tout à fait répondu à... Ouais, pour alors, la réversibilité, on se questionne régulièrement, mais encore, enfin, au quotidien, on avance sur la mise en sous-traitance de nos productions, mais non, on n'envisage pas une réversibilité de cette décision, qui est déjà très avancée, où encore une fois, la diversité du besoin nous incite plutôt à croire à une organisation en réseau plutôt qu'une production en propre. Donc c'est plutôt confirmé, mais encore une fois, il ne faut jamais dire jamais. Mais en tout cas, aujourd'hui, la décision, la position, c'est plutôt celle-ci. Par contre, ce en quoi on croit, sur lequel on se positionne très clairement, alors je ne sais pas s'il faut l'appeler pôle public et si l'établissement pharmaceutique, il suffit à lui seul, mais très clairement, dans le cadre de l'article 61 de son décret d'application, on envisage de reproduire ce qui a plutôt bien marché pour le Cisatracurium, et donc
Il est prévu que des PUI ou des établissements pharmaceutiques soient autorisés et ensuite, produit par produit, il y a une demande de la part des pouvoirs publics. Et donc, dans ce contexte-là, si on est sollicité, on a envisagé tout à fait de jouer le rôle que l'on a joué dans le cadre du CISATRACURUM, c'est-à-dire mobiliser à la demande des GS ANSM, dans un premier temps les PUI pour les preuves de concept, dans un deuxième temps les façonniers avec qui on travaille au quotidien pour notre propre production, et ainsi, les articles de conditionnement et autres. Donc voilà, le pôle public tel que nous on l'envisage en tout cas, et c'est la proposition de service que fait le DG de la PHP, c'est de reproduire en routine ce qu'on a pu faire dans le CISATRACURUM, en anticipant, puisque plutôt que d'attendre de trouver la matière première, c'est maintenant qu'on a une liste de médicaments sensibles, il ne faut pas qu'elle soit trop extensive, mais dès lors qu'on a cette liste, l'idée c'est d'avoir d'un côté des fiches réflexes ou des recettes de cuisine, pour parler vulgairement, par produit, avoir une petite idée de où on va en termes de méthode de développement et de formulation qui intéresserait tout le monde, donc ça s'anticipe. Ouais, quel type de contenant ou de conditionnement primaire on a, quelle formule on choisit, et puis en face de ça, parce qu'on connaît bien les façonniers, mais pas seulement, avoir un carnet d'adresses finalement, et arriver à peu près à positionner par avance, en anticipant les situations de tension, savoir à qui s'adresser pour produire telle ou telle formule. Et ça, effectivement, on pense pouvoir le faire du fait des expériences réussies, CISATRACURUM, et puis la culture établissement pharmaceutique que l'on a depuis plusieurs années sur nos produits, ou sur la reprise de produits qu'on nous a demandé de reprendre. Oui, la conception du pôle public, on l'imagine effectivement comme plutôt une coordination effectivement de différents acteurs nécessaires à pouvoir fabriquer des médicaments quand besoin. Et il est indispensable, essentiel que ça soit anticipé. Avec le CISATRACURUM, je dirais que nous avons eu de la chance. Il y avait du CISATRACURUM, il y avait les PUI, alors ça, elles existent toujours. Nous, on est là, on est toujours là, même si on change de façon de faire les productions. Et il y a les CDMO, les façonniers qui sont encore là. Donc effectivement, il faut organiser tout ça en amont. Ce qui manque au jour d'aujourd'hui, et ce qui a été crucial quand même pendant la crise de la Covid, pas que pour le CISATRACURUM, pour d'autres produits, c'est les API, les principes actifs. Ça, il faut réinternaliser la synthèse. Il faut pouvoir produire la synthèse ou être en mesure de. Et alors, on en est où pour ça? Il faut demander au gouvernement. Moi, je suis pour. Vous, à un moment, la GEPS fabriquait des principes actifs ou elle ne l'a jamais fait? Non, à ma connaissance, jamais. C'est vraiment de la chimie. Vous avez de la chimie, voilà, c'était ça. Non, c'est de la chimie pure. C'est de la chimie pure, c'est de la synthèse. On a eu à un moment donné, mais écoutez, j'ai commencé mon internat en 89. Effectivement, il y avait un chimiste organicien qui était prof à la fac, qui était en capacité de, mais il n'y avait pas de quoi faire. Ouais. La biologie, c'est bien, les carticelles, c'est extraordinaire. Mais si vous n'avez pas de chimie, vous ne faites pas. Hein. Alors, ce qu'il faut avoir à l'esprit aussi, c'est que y a des molécules simples à fabriquer, qui demandent 2-3 réactions, et puis il y a des molécules plus compliquées. Les glucocorticoïdes, enfin les corticoïdes qui sont en tension, voire en rupture, sont un problème. C'est 30 à 40 réactions, effectivement. Donc ça, oui, il faut réinternaliser la chimie en France. Hein. On a eu des grands groupes, et on a plusieurs, on a Séquence, nous on travaille avec Axentis, avec Ceratec, il y a des synthétiseurs en France. Il faut leur donner les moyens de pouvoir développer des nouvelles techniques de synthèse plus performantes. Alors, on parle de chimie en flux, en termes de rendement, parce que ça va diminuer les coûts. Et deuxièmement, il y a l'environnement durable, c'est quand même un sujet, voilà. Et ce qui fait la grosse différence entre l'Inde, la Chine et je veux dire l'Europe ou les États-Unis, il y a la main-d'œuvre, certes, mais il y a l'environnement durable. Ils n'en ont rien à faire de l'environnement durable. Et nous, ça génère des coûts. Voilà. Okay. Alors, les principes actifs,
N'oubliez pas que pour faire un principe actif, il faut différents composants. Donc il faut avoir ce qu'on appelle les raw materials. Si vous n'avez pas d'acide acétique, si vous n'avez pas de chloroforme, enfin, je dis n'importe quoi, je ne suis pas chimiste, mais voilà, vous ne pourrez pas fabriquer l'amoxicilline ou le curare. Il faut pouvoir avoir des excipients. Quand on fabrique des comprimés ou des gélules, il n'y a pas que... Il y a les gélules, par exemple, qui sont en tension en termes d'approvisionnement. La gélule vide dans laquelle vous allez mettre les principes actifs, et les excipients, et puis les articles de conditionnement. Si vous n'avez pas d'ampoule, si vous n'avez pas de flacon, pas de bouchon, vous ne faites pas de médicaments. Voilà. Et après, il faut effectivement un réseau, un tissu industriel, mais on l'a, de CDMO qui soit capable de fabriquer à peu près toutes les formes nécessaires. Merci. Annick, une question, et puis Laurence Cohen. Oui, merci Madame la Et Présidente. rapide, parce qu'il nous reste peu de temps, en fait. Oui, elle sera très courte. Je m'adresserai plus spécifiquement à Monsieur Bernard. Vous avez dit tout à l'heure, dans la fabrique du Cisatracurium, que vous aviez pu lancer la fabrication relativement rapidement parce que vous aviez, entre guillemets, pris vos responsabilités. Est-ce que, ce que je trouve tout à fait bien, est-ce que vous pensez que dans certains cas de pénurie de médicaments, il y en a qui n'osent pas ou est-ce qu'on a un système réglementaire ou administratif trop rigide qui peut justement favoriser ces ruptures? C'est compliqué. Oui, je voulais dire qu'en vous entendant, c'est vraiment très, très intéressant, et en même temps, on a quand même un peu l'impression que, même si il faut se redéployer, j'ai bien compris, mais quelque part, vous privez quand même de... Et vous et vous, nous, c'est pas vous en tant que tel, mais vous, nous, et puis bon, ce sont aussi les directives qui vous sont données, mais de savoir-faire. Parce qu'à partir du moment où on passe à un tel amoindrissement, on va dire, des effectifs, et on le voit, on l'a vu dans nos auditions, il y a les grands labos qui font pareil, c'est un savoir-faire qui est perdu terriblement. Donc, quelque part, on se met une balle dans le pied. Ça, c'est juste une appréciation toute personnelle. Mais vous n'avez pas répondu à la continuité des soins. Comment est-ce que vous faites par rapport à ça? Donc ça, c'était une question à laquelle vous n'avez pas répondu. Voilà. On fait ça dans quel ordre? Merci. C'est compliqué parce que ça dépend du problème. Si on reste strictement dans le cadre d'une AMM, on est pieds et poings liés aux bonnes pratiques de fabrication, au niveau d'exigence auquel il faut répondre. Par exemple, il y a la ligne directrice numéro 1 qui vient d'être modifiée sur les produits injectables, qui faisait 10 pages, elle en fait plus de 50. Voilà. Après, il y a des choses qui sont... c'est une prise de... c'est une prise de décision pharmaceutique parce que c'est technique et donc ça dépend du problème. Là, par exemple, pour les curares, normalement, on doit qualifier les filtres avec différents tests, etc. Et on a pris la responsabilité un filtre, ça filtre quand même, même si voilà, mais on n'a pas pris le temps de les qualifier parce que ça nous aurait amené dans des délais extraordinaires. Bon, voilà, c'est les aspects techniques. Et c'est au cas par cas, et ça dépend de la personne qui prend les responsabilités aussi, qui prend la décision, in fine. Je ne peux pas me mettre à la place d'un collègue qui aura les mêmes décisions, il n'aurait peut-être pas pris la même. Moi, j'ai partagé, je ne prends jamais de décision tout seul. La décision, in fine, je la prends c'est moi qui la prends. Mais forcément, j'en parle à mes collègues. Si c'est la bonne ou pas la bonne. En routine, on a le degré d'exigence qualité et réglementaire. Déjà, c'est des normes européennes et non pas françaises. On a le degré de qualité ou d'exigence de sécurité que demande la société aussi. Donc ça, c'est pour la routine. Et après, pendant la crise,
pense que tout le monde, sur l'exemple du Cisatracurium, tout le monde a pris ses responsabilités. Nous, en bout de chaîne, sur la sous-traitance, mais en amont, la NSM qui a vraiment contribué à proposer une formulation à contrôler dans ses laboratoires. Donc, elle a été vraiment partie prenante. Les pays ont pris leur part. Donc, voilà, je crois que ça a été un beau partage de responsabilités, même si, in fine, l'échelle industrielle, ça a reposé sur l'établissement pharmaceutique de l'AP-HP. Juste, sur les AMM AP-HP, non, c'est pas une spécificité. Je ne vous avais pas répondu sur les AMM AP-HP. Donc on en a quelques-unes, on a le Fobépizole, on en a certaines qu'on a en partenariat industriel, mais on est titulaire. La méthadone, c'est le cas. Non, tout établissement pharmaceutique où il n'y a même pas besoin d'être établissement pharmaceutique d'ailleurs pour être titulaire d'AMM et donc percevoir des royalties ou des redevances sur ces AMM. Nous, on estime plutôt qu'il y a un intérêt à faire la titularité et l'exploitation parce que c'est des sujets pharmaceutiques. Être juste titulaire d'une AMM, c'est pas juste un brevet. Encore une fois, c'est pas vendre de la soupe et faire du commerce. C'est pharmaceutique, même lorsqu'on n'est que titulaire, sachant que c'est une distinction qui n'existe qu'en France, titularité et exploitation. Sur l'organisation, la gestion des pénuries, la priorisation des patients, on travaille sur les équivalents thérapeutiques. Donc, la première étape, c'est trouver des fournisseurs de substituts. Pendant la crise Covid, on a été pas mal proactif avec la DGS, mais l'AP a travaillé directement. On a trouvé des fournisseurs ou des sources d'approvisionnement éloignées, y compris Japon. Et après, c'est au sein de la PHP, effectivement, on travaille sur les économies. Donc, sur la crise Covid, on a fait des doctrines d'économie sur la curarisation. On a privilégié midazolam plutôt sur certains patients de mémoire long séjour et réservé le propofol à ce qui était le plus aigu, puisque bien sûr, il y avait la crise Covid, mais il fallait aussi prendre en charge les soins palliatifs, les soins de longue durée. Donc voilà, il y a forcément des choix qui sont faits, mais encore une fois, ils sont faits de façon collégiale et en pluridisciplinarité, puisqu'un des enjeux plus globaux sur le marché du médicament, c'est qu'on fait du développement, on a des produits de plus en plus innovants à des prix faramineux. Parfois on peut s'interroger sur le service réel rendu, mais c'est pathologie par pathologie souvent, donc c'est vrai que à un moment donné, on essaye à l'AP de faire en sorte que ça ne soit pas telle maladie rare qui soit plus prioritaire que telle maladie rare par rapport aux centaines de patients en AVC ou en infarctus. Et c'est cette intégration qui fait la richesse de la structure. Juste une toute petite dernière question. 2,5 milliards d'euros par an, c'est dispositifs médicaux et médicaments. Et donc la part des médicaments, c'est combien? Sur notre chiffre, la dépense de médicaments à l'AP, en marché. Oui. Alors c'est 2 milliards, plutôt 2 milliards l'ordre de grandeur. Et pour le médicament? Non, c'est tout confondu. DM et molécules, médicaments, on est autour de 1 milliard, 1,2 milliard. D'accord. Ça a été très fluctuant en fonction des thérapies et des molécules. On a eu un pic à 1,8 milliard avec les anti-HCV, et puis on est redescendu. Non, mais c'est important puisque la ligne médicaments du PLFSS n'est pas concernée par ce 1,2 milliard à 1,8 milliard. Ok, merci. Merci à vous. Merci à vous. C'est une commission d'enquête, donc c'était un peu sous le feu des questions, mais on veut des choses très précises dans nos réponses. Voilà. On va vous envoyer un questionnaire complémentaire auquel vous voudrez bien nous répondre. Et puis je vous remercie de la qualité de vos réponses, puisque finalement c'est plutôt une actualité récente, le devenir de l'AGEPS dans sa nouvelle configuration. Et entre-temps, il y a quand même eu un événement plutôt majeur. Et entre-temps, il y a eu une aggravation plutôt majeure aussi des pénuries de médicaments. Et donc, légitimement, on attendait de cette audition d'avoir un échange un peu à bâton rompu et nous donner des informations un peu fermes sur la question du rôle joué par chacun sur ce sujet-là. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.